Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Cartouche. Bonjour Cartouche. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Alors, le grand public te connaît depuis de nombreuses années maintenant. Oh là là, on dirait un vieux. Oh là là, depuis... Oh là, mais moi aussi, hein. On y reviendra. Mais tu as commencé par la danse avant de te lancer dans l'humour. Tu as plusieurs spectacles et plus récemment un livre. Le bruit du bonheur. Je Je crois que vous y êtes dedans, non? Je suis dedans, parce que justement, tu as interviewé plusieurs personnalités qui s'expriment sur leur conception du bonheur. D'où est venue l'idée? Ouais. De ce livre? Ouais. On était en plein Covid et c'était une manière pour moi de me poser cette question. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que les gens sont heureux? C'est quoi effectivement d'être heureux? C'est quoi le bonheur, quoi? Donc j'ai proposé à Aurélie Godefroy et puis à un éditeur de créer ces interviews de personnalités différentes, des gens connus, moins connus, et puis d'aller les voir et de poser. C'était chouette, ça a été un beau livre. Tes projets dans les mois à venir? 2 nouveaux spectacles, donc un seul en scène tout seul comme un grand, et puis une pièce de théâtre. Et puis, bon, j'ai un théâtre que j'essaie d'acheter aussi. Aussi? Ouais, j'aimerais bien. Donc beaucoup, enfin, que de la scène en fait. Ouais, moi je crois que c'est ce qui me rend le plus heureux. On arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. On va essayer de se remémorer quel élève tu étais. Où est-ce que tu as grandi? Montfermeil, donc 93. Donc j'étais, c'est là-bas que j'ai fait mon petit parcours scolaire. Ton enfance là-bas, c'était comment? C'était pas facile, parce que c'était des quartiers un peu compliqués, des quartiers bien chauds, des quartiers où les grands, on les voyait disparaître, aller en prison. C'était des quartiers où il y avait vraiment une espèce d'ensemble, de groupe de mecs, il n'y avait que des mecs d'ailleurs. Et c'était pas facile parce que moi j'avais déjà une espèce de sensibilité qui était déjà réveillée. Et, tu te sentais en décalage? Ouais, beaucoup. Et normalement l'école aurait dû me sauver. Je dis normalement, parce que c'était le seul endroit où je pouvais rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres manières de voir, des filles aussi. Et ça n'a pas marché? Ça a été difficile pour moi à l'école, parce que moi, le CE1 par exemple, le jour de la rentrée, un 15 septembre, j'avais des vêtements tout propres, tout nouveaux. Je m'assois dans la classe et puis il y a la maîtresse, parce que c'était les maîtresses qui vient vers moi et qui me tire, premier jour de la rentrée, qui me tire comme ça, sur les pattes des cheveux et qui me dit « J'espère que celui-là, il sera plus intelligent que son grand frère ». Parce que justement, tu avais un frère qui t'avait... On est tous passés, on s'est quasiment suivis. Mais combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, 3 frères. Et donc ça a été très court. Et toi, tu étais le deuxième? Ouais. Et celui qui t'a précédé, il faisait... Non, mais je pense que... Je connais même pas... On n'en a jamais reparlé tous les deux, mais je sais même pas s'il était mauvais ou pas. Elle avait focusé sur moi. Elle avait dit que celui-là, il sera voilà, au fond de la classe. Et puis, j'ai abandonné le premier jour, quoi. Ça a été une catastrophe. Mais après, les autres années? Les autres années, moi, je rêvais. J'étais dans le rêve. J'étais en train de regarder par la fenêtre, les 4 saisons. J'étais en train j'étais plus dans la classe. Donc, j'étais dyslexique. Je confondais les N et les M. J'avais des espèces de mélange d'ennui et de rêve, et en même temps je faisais le plus discret possible pour qu'on me laisse tranquille. T'étais pas quelqu'un qu'on remarquait? Non. Ah non. T'étais l'élève discret, rêveur? J'étais l'élève caché. Je me cachais vraiment dans le fond de la classe et j'essayais de pas... parce qu'elle était chaude avec moi, quoi. C'était compliqué, quoi. Je pouvais pas dire quoi que ce soit, elle m'interrogeait pas. T'avais l'impression qu'elle t'était victimisée, quoi, entre guillemets. Pour être très clair, je pense qu'elle était raciste, ça c'est une certitude, et donc qu'elle avait pris en grippe moi. On ne sait pas pourquoi, mais moi, et que j'étais, donc victime, certes, mais à cet âge-là, on ne se sent pas victime, hein. On se dit, pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde, pouvoir
vivre cette scolarité. Et j'en rêvais parce que ça m'échappait de chez moi. Ça m'échappait de mon quartier. Ça m'échappait. Et quand j'arrivais là-dedans, il y avait un autre mal-être qui se faisait. Donc, et c'est ce qui a créé aussi Cartouche, c'est ce qui a créé mon envie de créer, mon envie d'être un observateur, de rêver. Tu avais des amis, quand même? J'avais que les gens du quartier et j'avais un voisin qui s'appelait Olivier Pellevoisin. Ouais, c'était son nom, qui était dans l'autre classe et on se voyait quand on était à la récré. Mais dans la classe tout seul? De toute façon, dans la classe, on ne pouvait pas parler. C'est pas comme aujourd'hui où les gens discutent, ils font le téléphone. À l'époque... Bon, on peut quand même discuter. Ah non, on ne discutait pas avec elle. Madame Jiquel, elle s'appelait. Elle t'a traumatisé. Ah bah ouais. Et après, avec les années passant, t'es resté toujours un élève discret et caché? Alors, c'était la classe CE1 et en général, on les avait 2 ans, ces profs. Donc tu peux t'imaginer CE1, CE2, d'aide. Donc après, c'était foutu pour moi. Et après, au collège, au lycée? Après, je suis allé en 6e, au collège, mais j'avais beaucoup trop de retard, j'avais pas pris le rythme, j'avais pas de méthode scolaire. À la maison, il y avait personne pour m'aider à corriger, j'ai abandonné. Et puis moi, il y a la danse qui a commencé à se réveiller. À quel âge? À 7 ans, 8 ans. Ah oui, très tôt. Donc j'avais envie, et de plus en plus, c'était la seule chose qui me maintenait. Le mercredi et le samedi, j'allais danser, j'allais créer quelque chose de fort pour moi. Et ça me... T'allais danser où? Au Rincy. En train, c'était à 2 stations de chez moi. Donc je prenais le train, je ne payais pas, j'y allais. Et c'était quoi? C'était une école de danse. Une école de danse connue? Comment? Connue? Parce que tu dis ça comme si je devais connaître. Donc... Non, c'est un petit conservatoire du Rincy. Et ça dure combien de temps après? Quand tu commences à 7 ans? Après, ça va jusqu'à 20 ans. Hein, donc, Mais tu changes d'école après? Après le Rincy, ou tu parles oui. Ce que j'ai fait pour la danse, j'ai fait le conservatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, j'ai fait une école à Paris, une école internationale où j'étais boursier. Et après, je suis allé travailler dans les compagnies, Roland Petit, etc. Si je te demande un souvenir d'écolier précis. Donc, il y a 7 professeurs en CE1, la rentrée. Ouais. L'odeur de la pelouse tondue au mois de juin. Moi, quand on entendait le gardien de l'école tondre, moi, quand je l'entendais tondre, il y avait l'odeur de l'herbe et c'était bientôt les vacances, bientôt les grandes vacances. Donc pour moi, c'est un souvenir et qui était régulier puisqu'il était tous les ans. Donc j'adorais ça. Est-ce que tu avais une matière quand même adorée? Pas en primaire, mais à part le sport et la classe de neige qu'on avait faite, qui était sublime. Mais après, le français, philo, j'adorais. Et une matière détestée? Je crois qu'on n'est pas, je suis pas le seul. Maths, physique. Les matières scientifiques. Ouais. Maths parce que, alors, c'est pas une vengeance, hein, mais je me souviens très bien que le professeur de maths que j'avais, il n'était pas méchant. Mais il faisait partie pour moi d'un groupe de professeurs où j'étais un peu en conflit, quoi. Et je me rappelle qu'à l'âge de 17 ans, j'étais sorti avec la fille de ce monsieur et j'étais très content. Voilà, c'était ma victoire. Mais sinon, il y avait quand même un intérêt sincère pour elle. Comment? Pour cette fille, il y avait un intérêt sincère. Ouais, comme un gamin de 16 ans peut avoir. Oui, pas très profond alors. Non, c'est pas ça. C'est que c'était ma première histoire, quoi. C'était quelque chose où on pouvait se voir. Voilà, mais ça n'a pas tenu, mais c'était assez, c'était mignon. L'école, ça n'a pas toujours été ta passion, tu viens de le dire. Non. Mais le contact avec les enfants, tu as eu ça tout de suite, puisque tu as travaillé en crèche, en colo. Ouais. Ça t'a apporté quoi? Mais c'est une des raisons de vouloir faire ça, parce que je me dis, mais c'est pas possible. J'avais un sentiment que l'école, et je l'ai encore aujourd'hui, est très important, qu'on ne doit pas rater et qu'on doit protéger. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça m'a donné envie de passer mon BAFA, mon BAFD, d'être proche des enfants, de faire ouf le prof plus tard à la télé, de faire... Moi, je trouve que la jeunesse, il faut vraiment la protéger, la soutenir. Et parce que justement, j'ai vécu ça, cette tristesse d'être rejeté et d'être pas vu. Et donc, ça m'a vraiment intéressé de me dire, c'est pas possible, quoi. Ça vient pas de l'école, ça vient pas de l'éducation, ça vient d'une personne.
Les années crèche écolo, c'est des bons souvenirs? Ouais. La crèche, c'était génial parce que j'étais avec une amie qui me disait, mais à part ce métier que tu fais de comédien, tu pourrais faire quelque chose d'autre? Je dis oui, puis on a pris le pari. Et la semaine d'après, j'ai envoyé un CV complètement faux. Où je disais j'avais fait ci, j'avais fait ça. Et j'avais fait par contre une dissertation de ce que je voulais faire avec les enfants. Et on m'a appelé 2 jours après, et puis on m'a embauché, et ça a été... Tu l'as fait combien de temps? 1 an et demi. Ouais. Mais Malika, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai des gamins de 22 ans... Qui t'écrivent encore? Qui m'écrivent et qui me disent, vous vous rappelez pas de moi, mais vous vous êtes occupé de moi. Je dis, ah bon? Oui, à la crèche, à la dire. Et je suis comme ça, toi. Donc, et tu les as revus? Ouais, je les ai revus, ouais. J'ai vu les parents, quand ils viennent me voir en spectacle. Je vous présente mon fils. Ah, c'est vrai. Vous êtes occupé de lui. En fait, il est comme ça, putain. Et vous êtes occupé de lui. Mais j'imagine qu'en revanche, tu n'as gardé contact avec aucun professeur. Non. À toi. Non. Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, ça? Eh bien, oui. Ah ouais? Oui. Il y a pas mal d'invités qui sont passés ici et qui ont gardé contact avec des professeurs qui les ont marqués. Je précise, c'est pas mon cas, moi, personnellement, mais... Non, mais c'est vrai que ça devrait être comme ça, parce que c'est quand même important. Mais... on se souvient de nos profs pour toute la vie, en fait. Exactement. Donc, on l'a parlé tout à l'heure de la danse. Tu dis que ça s'est venu à 6-7 ans. D'où c'est venu pour un petit garçon qui était dans le 93? La télé. À la télé? Ouais, je regardais les émissions de Mariti, Gilbert Carpentier, je voyais plein de danseurs derrière les chanteurs, etc. Je trouve que c'est génial. J'adorais danser, on dansait beaucoup à la maison. Tu savais que tu dansais bien? Non. Non, mais je savais surtout que que ça me faisait du bien, et puis qu'on dansait beaucoup à la maison. On mettait Kool and the Gang, on mettait les trucs à fond, on dansait les frangins, les frangines, avec les frères et sœurs et ta mère? Ouais, on dansait, donc c'était assez... Et je me souviens aussi d'un truc en colo où j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, je sais plus, peut-être un peu plus l'âge. Il y avait un concours de danse en colo. Et j'étais arrivé, j'avais rien travaillé, et j'avais gagné le petit concours de colo. Ouais. C'était dans la boum, ils avaient organisé un concours de danse, et j'avais adoré ça, quoi. Et tout de suite, ça prend quand tu t'inscris au conservatoire à 6-7 ans? Ça prend... C'est bizarre, parce que je me cache, je le dis à personne. Encore? Pas dans la salle. Ah, tu te caches pour y aller? Je me cache pour y aller, je me cache devant mes parents, je me cache devant mes frères. Tu le dis pas à ta mère? À personne. C'est le Billy Elliot du 93. C'est vraiment Mais ça. comme il faut pas financer? Alors, mon histoire, elle est extraordinaire. Donc, quand je décide de faire de la danse, je ne sais pas où je dois en faire. Je me souviens simplement que quand je prends le train et au Rincy, il y a un grand panneau sur le mur, conservatoire de danse du Rincy. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme danse, mais je vois de danse. Donc, j'y vais. Donc je tape à la porte, j'entends 1 et 2 et 3 et 1 et 2. Je tape à la porte, on m'ouvre. Il y a un mec qui s'appelle Manu, qui est black, et qui me regarde comme ça, il me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je lui dis « Je veux danser. » « Ah bon, tes parents sont où ?»« Ah ben ils n'ont pas pu venir. »« Ah ben très bien. Ah ben écoute, on se voit après, accroche-toi là-bas, tu suis, on se voit après. » C'est comme ça que j'ai commencé. Au fur et à mesure de mes cours, il m'a dit « Mais je vois jamais tes parents, il faudrait bien que tu payes. » Je dis « Mais j'ai pas d'argent. » Il a regardé et puis il m'a dit « Bon, écoute, tu restes comme ça, on verra plus tard. » Et c'est comme ça que j'ai fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec lui. Et à quel moment tes parents l'ont su? Ils l'ont su quand je suis parti à Marseille, j'avais 19 ans. Attends, pendant 10 ans, ils savent pas que tu vas danser? Ouais. Mais tu avais une liberté alors Mais oui, mais alors, tu sais, Malika, c'est un truc de malade dans les quartiers, c'est que les enfants de 5 à 14 ans, ils sont tout le temps dehors. Du jour au matin, ils sont tout le temps dehors, quoi. Tous les week-ends, tous les mercredis, tous les samedis, ils sont ensemble. C'est un peu comme, voilà, c'est comme un peu au bled ou un peu, voilà. La cité protège, les camarades protègent. Donc les parents, ils ont autre chose à faire. On n'a pas d'activité foot ou ci ou ça. Votre activité, c'est d'être dehors entre vous, quoi. Exactement. Donc tu profites on joue au de ce foot moment. dehors, on rigole ensemble, on va à la boulangerie tous ensemble, on fait des conneries ensemble, on va se bagarrer avec les autres ensemble. C'est sûr que c'est comme une famille. Alors c'est pesant parce que c'est relou, mais c'est sécurisant pour tout le monde parce qu'on sait très bien où est un tel ou un tel. Oui, mais là, ils ne savaient pas où t'étais pour le coup. Personne. Parce que moi, je descendais au foot, en bas, je disais à ma mère, je vais danser, le mercredi, je vais danser. Je jouais au ballon, je jouais bien au ballon, je faisais des trucs, et je disais, je rentre chez moi. Et en fait, je repole mes affaires, que je planquais dans un cagibier au 2e étage. Je prenais mes affaires, je prenais mon train, je prenais mon cours, je rentrais,
et je jouais au foot et je remontais. Ça tous les mercredis? Mercredi, samedi. 2 fois en plus. Ouais. Et à quel moment, toi, tu te dis, je vais aller au conservatoire? C'est parce qu'on te conseille, enfin, à Marseille, on te conseille Pour Marseille, ouais. on me fout à la porte. On me dit, bon, maintenant, c'est bon, t'as bien été formé, t'es prêt. Ce serait bien que tu... Moi, je voulais pas. Je voulais juste, toi. Et puis, on me dit, ce serait bien que tu ailles un peu faire des auditions pour un petit peu... Puis, j'ai auditionné à plusieurs endroits et j'ai été gardé à Marseille. Et du coup, là-bas, tu déménages, tu vas vivre à Marseille. Exactement, ouais. Combien de temps tu y passes? Marseille, je suis resté 10 ans. 10 ans, ouais. J'adore Marseille. Et là-bas, c'est là où tu commences à faire tes premières impôts? Alors, je vais chez Roland Petit. Ça se passe bien, sauf que je m'ennuie. Et je rencontre, et j'apprends qu'un des plus grands professeurs d'Europe, Rudy Briance, vit à Marseille, il donne des cours. Donc, je suis allé le voir. Je dis, bonjour, je suis à l'opéra, je voudrais faire ci. Il me dit, écoute, viens prendre un cours. Et à la fin du cours, il me dit, il faut qu'on recommence tout à zéro. Ah mince! Je lui dis pourquoi? Il m'a dit parce que tu as une cambrure, ta cambrure t'empêche de faire ci, de faire ça. C'est dommage. Donc si tu veux, je veux bien que tu travailles avec moi, mais on reprend à zéro. Je dis ok. Donc mercredi matin avec les enfants. Et donc j'ai commencé à reprendre des cours avec des enfants de 5 ans et moi j'étais là et je rongeais, j'ai fermé ma... Et pendant combien de temps t'as tenu? Avec lui j'ai travaillé presque 2 ans. Mais c'était fort. Parce que je faisais d'autres cours. Plus pro, mais ce cours-là me faisait du bien. Ouais. Et à quel moment tu switches sur l'humour? Pareil, à un moment donné, je sentais qu'il me manquait des choses, que j'avais envie de parler, que j'avais envie d'écrire, que j'avais envie de dire des choses. Et il y a eu à Marseille, où je prenais des cours d'impro, il y a un type qui est venu, qui a dit, voilà, je prépare une tournée comme un concours d'humour. Voilà, donc si vous avez envie de vous y inscrire, moi je me suis inscrit, j'ai écrit un demi-sketch et j'ai fait toute la... T'avais déjà ton nom de scène? Ouais. Depuis quand tu l'avais? À ce moment-là. Et ça vient d'où? Du premier livre que ma maman m'a offert. Un bouquin sur cartouche, Le Pirate. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, tu fais ce concours? Que je gagne. D'accord. Et à partir de là, je me dis, voilà, je travaille. Donc, peut-être... J'ai un producteur, 6 mois après, il me dit on va aller. J'étais placé dans un grand théâtre à Aubagne parce qu'il y a France 3 qui vient, avec TF1, avec les gens de la classe, avec De Vos, plein de gens qui seront là. Donc pour toi, ça va être une opportunité de fou. J'arrive, je me suis planté, ça a été une catastrophe. C'était horrible. Trop de pression? Ouais, pression, le micro qui marchait pas, c'était une cata. Et le producteur, je ne l'ai plus jamais revu. Le soir, il a disparu. Ah mince. Ouais, et là, je me suis dit, bon, très bien, je recommence à zéro. Encore? Ouais, c'est ça. T'as l'habitude, ouais. Ça te fait pas peur? Non. Et du coup, à ce moment-là, tu continues quand même la danse encore? Dans mes spectacles, Ah, mais t'arrêtes les cours? Ouais, j'ai arrêté. Je fais des stages de temps en temps pour moi, mais c'est dans le spectacle. Donc mon premier spectacle parle de la danse et raconte mon histoire. Et c'est comme ça que ça a explosé, parce qu'effectivement, il y a eu un reportage, 2, 3, et puis on a fait un envoyé spécial. Je crois qu'il y a quelques années, tu as accordé une grande place au bouddhisme. Toujours. Comment ça se fait? Comment est-ce que c'est venu? À l'origine, toi, tu es de confession musulmane? À l'origine, je suis pas de confession du tout. Ma famille, oui. Ouais. Mais moi, je suis anti ça. Anti ça, c'est pas le mot. Je suis pas pour. Ça me va pas, ça me correspond pas. Il y a quelque chose qui me gêne. Donc, donc j'étais assez perplexe sur les religions. Et puis, j'ai alors là aussi, ça va être un peu un truc bizarre, mais avec un pote, on avait fait un pari, parce que je ne rentrais jamais dans les boîtes. On me refusait tout le temps. Ouais. Bon, je ne te dis pas pourquoi. Mais, petit délit de faciès. Ouais, mais bon. Et je dis, mais par contre, je dis à mon pote, si je m'habille en fille, on me laissera rentrer. Il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Je dis, ouais. Donc j'ai pris le pari. Je me suis déguisé en nana, avec des barésies, cheveux plaqués, j'étais super bien rasé. Voilà. Et je rentre dans une boîte. Donc voilà, je rentre. C'est ma première fois que je rentre dans une boîte dans le sud de la France. Et au fond, il y a un groupe de filles
je vais les voir pour voir si ça marche encore. Et je discute avec une fille qui s'appelle Christelle, et on discute. Et après, je lui dis, écoute, je ne suis pas une fille, hein, je suis un garçon. Puis elle me fait, bah, je sais, hein, j'avais vu, hein, t'es sympa. Et puis on est sortis ensemble. Ah oui? Ouais, on est restés 3 ans ensemble. Et le matin, j'entends comme des bruits, des sons qui me réveillent, comme des abeilles. Et elle est en train de pratiquer le bouddhisme. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, ben, je suis bouddhiste, je fais ci, je fais ça, il y a de l'encens. Donc c'est très tôt, c'est dans tes 20 ans? Ouais, c'est bien sûr. Ouais. Et je m'assois à côté d'elle et je fais ça toute ma vie, quoi. Et autour de toi, c'est perçu comment? Moi, tu sais, j'ai toujours été le bizarre de la famille, l'artiste, tu sais. Si j'avais dit que je prenais de la drogue, on aurait dit c'est normal. Si j'avais dit que j'étais gay, on aurait dit c'est normal. C'est l'artiste du groupe. Mais moi, j'ai jamais laissé quelqu'un avoir une attitude négative sur mes choix de vie. C'est mes choix de vie. Si je veux devenir bouddhiste, je suis. Si je veux devenir athée, je le suis. Il n'y a personne à l'extérieur qui m'en empêche. Et finalement, ça passe bien parce que c'est une décision qui est profonde et solide. Si tu veux bien, on va s'intéresser à la dernière partie de l'émission. Déjà? Oui. Ça fait un moment que tu n'es plus à l'école, mais tu as 2 filles. Ouais. Elles y sont toutes les 2? Non, la dernière. La dernière? Ouais, la grande a décidé d'arrêter. Donc la grande a 18 ans. Ouais. Et la plus petite? 13. Et donc, du coup, toi, donc, elle est en quelle classe? 13? La petite? Ouais. Elle est en 3e. Quel regard, toi, tu portes sur l'école d'aujourd'hui? Alors, elle est dans une école internationale où tous les cours sont en anglais. Ok. Et je trouve ça hallucinant de facilité pour elle. Elle a 17 de moyenne, alors que le français est en anglais, que les maths sont en anglais, que tout est en anglais. Et je trouve ça hallucinant, quoi. Et la plus grande, elle n'était pas allée dans cette même école? Non. Elle a fait une privée, mais elle s'ennuyait. C'est quelqu'un qui était... c'est vraiment l'artiste aussi, une artiste, je crois, hein, qui a envie de se chauffer avec les gens dehors. Elle veut créer, elle a plein d'images, elle veut réaliser. Donc elle n'a pas voulu passer son bac. Elle s'est dit non, ça ne me servira à rien. Et toi, t'es OK? Ben, à un moment donné, même si tu n'es pas trop OK, tu n'as pas le choix. Ou alors tu vas aller en conflit. Parce que c'est une décision... mûrie, profonde chez elle. Donc tu peux pas... faut pas l'empêcher. Le projet de vie est là, le projet professionnel. En tout cas, le projet de ne pas aller au bac est là. Après, le reste... Alors, en tant que père, tu es toujours un peu... Mais tu lui dis quoi? Tu lui dis t'assumes, tu dois payer maintenant ton loyer? Son loyer, elle est chez sa maman, mais je lui dis oui, t'assumes, bien sûr. Je dis ok, très bien, moi je suis avec toi, tu veux arrêter, tant pis. Hein, Parce qu'on est allé voir une autre école qui était super, et puis on discute avec la directrice, et sa maman, il y a moi, et il y a Nina, et on parle. Et à un moment donné, je me tourne vers Nina, et je lui dis, et toi, qu'est-ce que t'en penses, Nina? Ça t'intéresse? Elle nous a regardés, elle s'est mise à pleurer. Ah oui. Ouais. Et là, elle fait, mais en fait, je veux pas passer mon bac. Je veux pas faire le lycée, je veux pas continuer. Donc, tu vois, on a soufflé un peu, puis quelques jours après, on a rediscuté, et c'était ce qu'elle avait décidé. Donc, alors, la petite, elle est encore jeune, elle bosse très, très bien. Bah oui, tu nous dis 17 de moyenne. Ouais, donc elle bosse bien, elle a envie, elle a des visions plutôt de médecine, vétérinaire, psy. Faire des longues études. Voilà, elle veut faire des études, donc c'est différent. L'école d'aujourd'hui, je tire mon chapeau, parce que les profs, c'est dur, quoi. C'est vachement dur. On n'avait pas tout ça. Moi, je me souviens quand le prof ou le directeur rentrait dans une classe, on se levait. Ah, tu parles du respect? Ouais, de tout. Le respect, l'écoute, on n'avait pas tous ces portables. La concentration. Voilà, on n'avait pas des gens violents qui allaient taper une prof ou poignarder une prof. On n'avait pas tout ça. Il y avait peut-être des cas, mais c'est pas comme aujourd'hui où c'est... T'as l'impression qu'il faut qu'il y ait des flics dans la classe pour pouvoir avoir un minimum de discipline. Donc c'est dommage. Tu l'as ressenti ça aussi avec tes filles? Ou c'est plus que ce que tu vois de manière générale aux informations? Non, parce que les filles, elles étaient dans des écoles privées ou même quand elles étaient dans des écoles pas privées, c'était des bonnes écoles, des bons collèges. Mais je trouve que quand même...
En 10 ans, il y a un vrai changement dans l'éducation. Il y a eu un vrai changement, c'est plus difficile. Et, puis, et surtout, on a... voilà, la société est plus violente, donc ça se répercute dans les écoles, dans les classes. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, selon toi? Alors moi, si j'étais ministre de l'Éducation, je dirais théâtre et danse obligatoire à l'école. 1 fois par semaine? Ouais, 2 fois. Ouais, tous les jours. Le matin. Non, mais du théâtre et de la danse classique, ça serait génial. Pour 2 choses. Le théâtre, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir jouer, pour pouvoir prendre de sa place. Et la danse classique, pour connaître son corps, ressentir son corps et voir le corps des autres, travailler, danser et respecter. De toute façon, la danse, pour s'approprier son corps et s'accepter. Et puis voir les garçons aussi avec les filles. Et pas de se faire comme ça, puis après ça dérape, ça dégénère, un truc pas cool. Donc, pour s'apprivoiser, quoi. Voilà. Ça serait pas mal. Et puis surtout, peut-être un peu moins d'élèves. Et puis, voilà, quand il y a des gamins qui harcèlent d'autres gamins, il faut les sortir. Il faut les sortir, voilà. Justement, ta vision des réseaux sociaux? C'est une cata, quoi. Ouais, c'est catastrophique, c'est pas possible, quoi. Au début, ça pouvait être sympa, ça pouvait être drôle. Il y a des copains qui ont fait leur carrière là-dessus. Mais il y a que du buzz, il y a que du mauvais, il y a que des bastons, des filles se mettent à poil. Tu donnes des règles à tes filles, justement, pour ça, pour l'usage des réseaux sociaux? Bah, Nina, la grande, elle m'a ghosté. Elle voulait pas que je regarde. Tu vois, elle ne voulait pas. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis après, il n'y a pas très longtemps, elle m'a finalement remis. Et alors, il y avait rien de ouf. Mais... Tu t'es mis à commenter dans tous les sens. L'œil de Moscou, tu regardes comme ça. Et puis, mon autre fille, elle fait un peu plus de trucs. De temps en temps, je la calme un peu. Je lui dis, fais attention à ce que tu fais, parce qu'elle a 13 ans, c'est encore un peu plus fragile. T'as peur du harcèlement pour elle aussi? Pas du harcèlement. En tout cas, j'espère qu'elle m'en parlerait. Mais j'ai plutôt peur... voilà, qu'elle se retrouve endormie par un mec de 30 ans qui lui fait croire que et qui dit que. Et ça. T'as 2 filles, hein, c'est dur d'avoir 2 filles. Et puis il faut les voir. Hein. Donc ça me... J'ai un peu le père un peu flippé. Delil les connaît bien. Bon, bah merci Cartouche. Merci Malika. Merci de nous avoir confié tes souvenirs.